Bien, bonsoir à tous. Bienvenue pour je crois que c'est notre conseil de rentrée, conseil municipal de rentrée. On ne s'est pas revu depuis le début du mois de septembre. On en arrive à la fin d'ailleurs. Quelques excusés pour ce soir. René Chevalier qui donne procuration à Florence Carpetta. Philippe Soublin qui donne procuration à Jean-Charles Massiago. Isabelle Chambérosset qui me donne procuration. Et Inès Souissy à Noir-Kismoun. Véronique Fressard à Philippe Nivelle, Stéphane Pavier-Germanoz qui donne pouvoir à Jacques Léger et Daniel Gauthier qui donne pouvoir à Bernard Xel. Nous avions évoqué lors de nos conseils municipaux précédents qu'il y aurait une présentation du syndicat de l'eau et de l'assainissement, des aspects, donc ça se programme. Nous avions indiqué aussi que nous ferions une visite des installations de l'école d'Arantasia. C'est pas du tout oublié. On a encore quelques éléments sur lesquels on est intervenu la semaine dernière, et donc la visite va se programmer, je voulais vous le dire, là maintenant prochainement. De la même manière qu'on fera une visite de l'installation de l'aire de lavage mutualisée dès lors qu'elle sera terminée, c'est ce que nous avions indiqué, et je voulais vous dire, pour vous faire patienter, si je puis dire, que les travaux sont actuellement en cours sur ce chantier. Voilà. À l'ordre du jour de ce soir, il y a traditionnellement l'approbation de notre dernier conseil municipal, ce qui renvoie au 3 août prochain, et je vous poserai la question dès que nous aurons défini qui sont les secrétaires de séance. Bernard et Frédéric Kérucho qui... Non. Et Philippe Nivelle, bon voilà. Voilà. D'un côté ou de l'autre de la table. Alors, s'agissant du PV du 3 août, est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur cette rédaction? Je n'en vois pas spécialement. Je vous propose donc qu'il soit approuvé en l'état. Et je vous en remercie. S'agissant des décisions qui sont intervenues, il y en a 2, et elles sont en conformité dans le prolongement de notre budget. Un emprunt auprès de la Banque Postale pour un montant de 650 000 €, et c'est intervenu le 18 août dernier, ainsi qu'auprès de la Banque Postale pour un montant de 135 000 €, et c'est intervenu le 13 septembre dernier. Florence, tu peux nous donner peut-être les détails, et moi ce que j'aimerais également, c'est que tu nous donnes les affectations. Oui, donc concernant l'emprunt de 650 000 € sur le budget général, donc c'est un emprunt qui a été conclu pour une durée de 14 ans à un taux fixe de 1,35. La commission d'engagement est de 0,10% du montant du prêt. En ce qui concerne l'affectation, cet emprunt sera affecté aux dépenses concernant la cité scolaire d'Arantasia pour 153 000 €, la réhabilitation du bâtiment de l'Exivum 135 000 €, l'espace cinéraire 38 000 €, la zone piétonne 324 000 €. Merci. Et puis le deuxième, bien sûr. Donc, un deuxième emprunt a été contracté sur le budget assainissement pour un montant de 135 000 €. Le taux d'intérêt est toujours le même, 1,35% à l'an, durée 15 ans, commission d'engagement 250 000 €. Donc, il est conforme à ce qui avait été voté au budget. Et donc, c'est pour les divers investissements, il sera affecté sur les divers investissements et entre autres les travaux sur les quais de la République. Voilà, ces 2 emprunts, au niveau de la charte de Gisler, sont classés en 1A. Merci. Philippe, oui. Oui, juste un point, je pense, Florence, que la commission d'engagement est inférieure à ce que tu as dit, 250 000 €. 250 €. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces sujets et décisions? Pas spécialement. Alors, eh bien, Florence, on va continuer sur la foulée. Je te propose, tu as une information à nous donner, et de manière complémentaire, tu pourras engager donc le point numéro 1 relatif à une décision modificative sur le budget général.
Oui, donc l'information complémentaire qui est à donner est donc l'attribution de la subvention dans le cadre de l'opération urbaine collective. Donc il y a eu 2 subventions qui ont été versées. Une pour le volet investissement, pour un montant donc de 1 227,83 €, donc part du FISAC 50%, donc c'est de l'argent qu'on a reçu et qu'on se doit de reverser, et 50% de la part de la mairie, telles que nos obligations dans le cadre de l'opération urbaine collective. Et le versement d'une subvention de fonctionnement, cette fois-ci, pour 6 729,69 €. La part de la mairie est de 3 748 €. Le reversement au titre du FISAC est de 2 980,84 €. Et tout cela, c'est pour la promotion d'animation collective. Ça correspond à des actions qui ont été menées durant Noël 2015, 2016 et l'été 2016. Voilà. On y va sur le point numéro 1. Donc, décision modificative numéro 1. Numéro 2 sur le budget général. Donc cette décision modificative a été vue en commission de finances le 19 septembre. Elle a été explicitée longuement. Donc là, lors de l'élaboration du budget primitif, l'opération Cité scolaire d'Arantasia et création d'un espace repas a été votée pour un montant de 480 000 €. La décision ultérieure de louer des modules en remplacement de l'achat nécessite le transfert de crédits d'investissement en fonctionnement 209 000 € et la réaffectation d'une partie de ces derniers pour le transport, donc transport des bungalows, 16 000 €, installation et l'aménagement, 37 000 € et l'allocation de modules de cantine pour cette année, 14 000 €. Un contrat triennal pour l'allocation des illuminations est en cours d'élaboration. Le montant à prévoir est de 12 000 €. Article 61-35. Suite à de nombreuses réparations de véhicules, principalement la balayeuse et un châssis poids lourd, les crédits budgétaires doivent être augmentés de 15 000 €. Les prévisions budgétaires n'étant pas suffisantes sur les articles suivants, il convient d'ajouter des crédits supplémentaires. Donc 62,26 honoraires, 40 000 € et catalogue et imprimé, 7 000 €. En 2016, la subvention perçue au titre du FISAC, donc de 22 300, a fait l'objet d'une erreur d'imputation, article 13-11, au lieu de l'article 13-21. Donc le 13-11, c'est un article qui est amortissable, alors que la subvention ne l'est pas. Donc on est obligé de le remettre dans le bon article. Il convient d'annuler le titre de 2016. Et bon, ça c'est un peu une jonglerie. Il faut qu'on l'annule en fonctionnement et puis qu'on le recrédite en investissement. Donc pour le montant 22 300. Le transfert à la communauté de communes de l'emprunt relatif aux travaux de la rue des Pins n'ayant pas encore été effectué, la commune prend en charge directement les échéances 7 800 de capital et 2 200 d'intérêt. Ces dernières seront remboursées par la communauté de communes à hauteur de 10 000 €. Donc on avait prévu au budget en fait 6 mois et comme l'emprunt n'est toujours pas transféré, on est obligé de prévoir les crédits pour les 6 prochains mois. Sur instruction des services préfectoraux, l'article d'imputation de la compensation pour perte de taxes additionnelles aux droits de mutation doit être modifié de 73,81 en 74,82 pour le montant donc reste inchangé. La notification de la dotation globale de fonctionnement est inférieure de 50 000 € par rapport aux prévisions budgétaires. Donc il convient de réajuster les crédits. Donc, par ailleurs, un emprunt de 650 000 a été contracté auprès de la Banque postale et une échéance est à prévoir. Donc 10 500 pour le capital et pour les intérêts 3 500. Une réaffectation des crédits budgétaires dans les différentes opérations en section d'investissement est nécessaire. Opération 100, moins 36 000. Opération 250, moins 209 000. Réhabilitation du bâtiment ex-Sivom, moins 10 000. Zone piétonne, plus 50 000. Donc tout ce que je viens de vous expliquer était récapitulé dans le tableau que vous avez à la suite. Et donc il est proposé à l'Assemblée délibérante de voter les crédits présentés dans ce tableau. J'ai l'impression que ça appelle des questions. Madame Baird, oui. Juste une rectification, apparemment, je pense que c'est la rue des Pins dont vous voulez parler. Le transfert de la rue des Pins, oui. Ah, c'est marqué Pins de mai. Ah non, alors ça, non, j'ai pas vu ça. C'est du pain. Non, j'ai dû dire pain, mais non, ça c'est une erreur de. C'est la rue des Pins.
Transfert de la zone, les compétences ont été transférées à la communauté de communes. Et donc, le transfert qui était contracté, voilà. C'est des... Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas spécialement. Mais je vous propose donc de mettre ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je donne de nouveau la parole à Florence Carpetta. Ah pardon, 3 abstentions, oui. Je donne de nouveau la parole à Florence Carpetta pour une première décision modificative du budget de l'assainissement. Donc le trésorier a proposé une liste d'admissions en non-valeur et de produits recouvrables pour un montant de 10 143,28. Les crédits inscrits au budget primitif étant insuffisants, il est nécessaire de les augmenter de 2 000 €, article 65-41. Parallèlement, les crédits prévus à l'article 62-26 honoraires sont diminués du même montant. Il y a lieu de procéder à une régularisation des dotations aux amortissements, article 68-11, pour un montant de 2 300 €. Et donc, les amortissements correspondants sont sur les comptes 281 532, 281 562 et 281 88. De même, tout est récapitulé dans le tableau que vous avez à la suite. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante de voter ces crédits suivants. Des éclairages nécessaires sur cette proposition? Oui, Bernard? Oui, sur les montants en non-valeur pour l'assainissement, 10 000 €, c'est très important. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications sur de quel type d'usagers s'agit-il? Je ne peux pas vous dire. De toute façon, ça correspond toujours à des situations de surendettement, des situations de liquidation judiciaire. Et forcément, j'ai plein de petits montants. Bon, j'ai la liste ici. J'ai la liste de tout ce qui... Mais je ne peux pas la divulguer. Il y a forcément... Il y avoir quelques mille. Oui. Après... Alors, de manière plus globale sur cette affaire... J'ai demandé que chaque année, désormais, on pratique cet exercice. C'est indispensable. Parce qu'au fil de l'eau, et je vous renvoie à 2014, il y a une déconnexion totale entre la situation budgétaire et la situation de trésorerie. Et donc, il faut qu'on arrive à retrouver l'équilibre. Retrouver l'équilibre, ça passe par deux choses. Ça passe par faire rentrer ce qui peut rentrer, et ça passe par admettre en non-valeur ce qui ne pourra jamais être recouvré. Donc, sur le travail qui est mené actuellement, alors on l'avait initié il y a déjà quelques temps, mais je dois dire qu'il a été fortement renforcé depuis mai-juin cette année, où, à la faveur des évolutions qui sont intervenues au service compta, au niveau de nos agents, nous avons vraiment indiqué à nos agents que dans leur plan de charge, cette question des sommes qui restaient à recouvrer devait être traitée avec une importance particulière. Voilà. Donc c'est le cas. J'ai signé des centaines, et j'exagère pas, hein, j'ai signé des centaines de courriers individuels en direction des familles qui restaient devoir de l'argent auprès de la collectivité, familles ou des professionnels. Il y a eu un travail pour agglomérer les différentes sommes dues de chaque usager. Et s'il y avait un peu de cantine, un peu de stationnement, enfin tout ce que vous voulez, tout ça a été ramené et sommé, et on l'a fait donc pour le budget général et on l'a fait pour l'assainissement. L'assainissement, ça vient d'être traité. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on poursuive ainsi. On a des retours qui sont très positifs. Alors quand je dis, vous vous souvenez, hein, quand, en 2014, c'était 500 000 et quelques euros la somme qui restait à recouvrer. Aujourd'hui, on est à peu près 300 000 350 000. C'est-à-dire qu'il y a eu une vraie progression, et la progression, on la trouve vraiment sur les 6 derniers mois, on va dire. Cette évolution favorable, elle est vraiment sur les 6 derniers mois. Donc, on a adapté un certain nombre de nos pratiques, et Laurence pourrait en parler aussi, parce que du côté de l'école, on a adapté nos pratiques. Il y a des courriers à des moments un peu choisis. C'est-à-dire que juste avant la rentrée, au moment où on va refaire des inscriptions à la cantine, eh bien, on rappelle, en tous les cas, les situations. On rappelle les situations. On rappelle aussi
les accompagnements qui peuvent se mettre en place, s'agissant de cette mesure très sensible des questions de cantine. Et on poursuit, si je puis dire, auprès de ceux qui restent au devoir. C'est un travail qui se fait de manière partenariale avec les services du Trésor public, bien sûr, mais qui nous engage bien au-delà que ce que s'engagent habituellement les collectivités. Et on le fait parce que d'abord parce qu'il faut le faire, mais aussi parce qu'on est maintenant complètement au clair sur le fait que la trésorerie ne fera pas ce qu'on pourrait logiquement attendre. Donc, on s'est vu avec le trésorier, on a défini le mode opératoire, et nous allons au bout du bout. Ça nous mange un peu de temps, mais le jeu en vaut la chandelle, parce que vous voyez, quand on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, eh bien, il faut faire ce travail. Tu voulais compléter ? Non, simplement... Xel, pardon, je suis fatigué, excusez-moi. mais et vous le savez, c'est toujours un bonheur, quelle que soit la teneur des échanges. Non, simplement s'agissant des non-valeurs, bon, vous le savez, on a une liste qui nous est transmise par la trésorerie, que cette liste... avant d'être édité, a fait l'objet de la part de la trésorerie et, monsieur le maire vous l'indiquait à l'instant, de la part de l'ordonnateur et donc du maire, de moult procédures de recouvrement, et que c'est à l'issue de ces procédures de recouvrement, c'est-à-dire dès lors qu'on a constaté soit que la personne étant ne peut plus rembourser et se retrouve dans une situation de surendettement, ou alors que lorsqu'il s'agit d'une entreprise qu'elle a été liquidée, ou que la personne a disparu, ou alors que la créance est trop faible pour être recouvrée, c'est à partir de ce constat-là que le trésorier nous demande de constater sur nos budgets les non-valeurs, et que pour, là aussi, des questions de cohérence, de cohérence budgétaire, on doit passer ces écritures. Mais ça ne veut pas dire que les créances sont éteintes. C'est-à-dire qu'il se peut que dans 2, 3... Bon, s'agissant d'une entreprise qui est liquidée, on n'en parle plus. En revanche, quelqu'un qui a disparu, on constate la non-valeur et on voit qu'il réapparaît, on peut aller recouvrer la somme. Oui, ça ne veut pas dire pour la majorité des créances qu'elles ne sont pas éteintes, mais maintenant, tout ce qui ne peut pas être recouvré, donc on les transfère dans un compte créance éteinte, puisque lorsqu'il y a une liquidation judiciaire ou des situations de surendettement qui ne peuvent pas aboutir, il n'y a pas lieu de garder ça dans les comptes, même créances non recouvrables. Donc là, vous verrez dans la prochaine délibération, il y a un dispatching entre créance éteinte et créance admise en non-valeur. Pour répondre à la question de M. Xel, effectivement, il y a 1 ou 2 dossiers qui sont importants et qui concernent des redressements judiciaires. Donc, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de petits dossiers. On pourrait quand même avoir le nom du principal débiteur, parce que je ne sais pas pourquoi ce ne serait pas possible de le donner. On est en conseil municipal, Non, en tous les cas, en séance publique, à l'évidence, non. Voilà. Et après, les travaux des commissions, c'est autre chose. Mais est-ce que c'est interdit par la loi de le donner ? Bon, écoutez, en séance publique, on ne donne pas les noms des créanciers. Non. Oui, c'est la transparence. Oui, enfin, la transparence a ses limites. Si on le faisait dans d'autres cadres, on pourrait nous le reprocher. Non, voilà, ce que je propose, pour l'avoir déjà pratiqué avant, c'est que les personnes qui veulent voir se rapprochent de Florence, c'est tout, mais en dehors de la séance, on peut aller la voir, puis on lui demande. Très bien. Faisons ainsi. Voilà. Mais en tous les cas, chaque élu municipal est garant des informations que nous lui donnons, mais ça n'est pas la même chose que de le balancer dans une séance publique. Voilà. Ça me choque profondément. C'est si je révèle le nom d'une personne qui a été... Non mais dans ce cas-là, la société, elle va vous dire pourquoi vous avez révélé mon nom et pourquoi le particulier, vous n'avez pas révélé son nom. C'est la transparence. Oui, mais c'est l'égalité aussi. C'est l'égalité de traitement. Si on est sur les grands principes, monsieur Xel. Vous comprenez ?
Non, mais la transparence, on peut débattre sur la transparence. En revanche, on peut aussi débattre sur l'égalité. C'est-à-dire que si je révèle le nom d'une entreprise, je dois révéler le nom de tous les créanciers, y compris celui qui s'est retrouvé en commission de surendettement. Et donc je jette en pâture des noms, alors même, moi ça me gêne profondément. Bon, je pense que le mode opératoire est identifié et on aura l'occasion d'en reparler, en tous les cas, dans les sphères non publiques, autant que vous le souhaitez. J'ai encore une question, excusez-moi. Oui. Excusez-moi, parmi ces 10 000 euros, ça remonte à quelle période ? On est remonté jusqu'à quelle période, là ? On a remonté tout ce qu'on pouvait. Il faut que vous... En fait, ce que je veux dire, c'est que la dernière dette, elle remonte à quand ? La plus récente. La plus récente remonte à quand ? La plus récente, elle doit remonter à l'année dernière. Elle doit remonter à l'année dernière, la plus récente. Voilà. Quelque chose qui a un an, on n'arrive pas à le recouvrer ? Ah bah oui, une dette qui a un an, on oui. n'arrive pas à la recouvrer ? Dans le cadre d'un redressement judiciaire, liquidation, Redressement ou liquidation ? liquidation. Non, redressement, vous ne pouvez pas déclarer la créance. Et la liquidation est close ? Oui, mais ça, c'est le trésorier qui nous l'a... Ah, d'accord. C'est pas nous qui... La liquidation est close. C'est le trésorier qui nous indique les montants et les personnes. C'est pas nous qui choisissons, hein, nous n'intervenons pas là-dedans. Hein. Et donc, effectivement, il y a du 2008. Il y a des choses qui sont anciennes parce qu'ils essayent de recouvrer le maximum et d'engager toutes les poursuites qu'ils peuvent, dont ils ont, avec les moyens qu'ils ont. Et il s'avère qu'effectivement, on a des créances qui sont très anciennes et d'autres plus récentes quand on se retrouve dans des cas de liquidation judiciaire. Et donc la fourchette de date, ça va de 2000. Le plus ancien des 2008, là ? J'ai du 2008. J'ai du 2008, ouais. En gros, oui. 2008. 2008 à 2016, en fait. 2016. En fait, la différence, si vous voulez, sur la partie la plus récente, c'est que la partie la plus récente, on intervient auprès des créanciers sur quelque chose dont ils peuvent encore potentiellement se souvenir. Parce que quand on reste devoir de l'argent, au bout d'un an, on s'en souvient. Et d'ailleurs, on n'attend pas forcément un an. Enfin, je veux dire, il y a un certain... Je ne parle pas des irrécouvrables, hein, je parle des démarches que l'on fait. On s'en souvient. Quand vous écrivez à une personne pour une dette qui date d'une dizaine d'années, enfin de 8-9 ans, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué quand même. Hein. Voilà. Et on est obligé de motiver pourquoi est-ce qu'on demande aujourd'hui alors qu'on n'a pas demandé pendant les années qui sont écoulées. C'est plus difficile. Donc il y a, ça paraît rien hein, quand je vous dis, c'est pour ça que ça paraît rien de dire qu'on fait ce travail-là, mais je prends un peu de temps pour vous l'expliquer parce que un courrier qui part, c'est en général un premier coup de fil qui arrive quand c'est pas un courrier qui revient. C'est en général un autre courrier qui explique pourquoi et comment on fait les choses. Et c'est pas rare que ça se termine par un rendez-vous pour expliquer, et puis parfois aussi pour écouter la situation particulière de notre interlocuteur qui a de bonnes raisons pour ne pas avoir payé. Et dans... Alors les pourcentages ne valent pas les montants, mais dans, je sais pas, 15-20% des cas, ce sont tout simplement des personnes qui ont oublié de payer, ou en tous les cas qui l'illustrent ainsi. C'est-à-dire que le fait d'aller leur réclamer, et moi je me fais fort de signer individuellement chaque courrier, et autant que faire se peut de mettre un petit mot à ceux que j'identifie, comme ça il y a une relation individuelle, et bien dans ces cas-là, il n'est pas rare qu'il y ait le coup de fil le lendemain du courrier arrivé pour dire excuse-moi, j'ai complètement oublié, je me souviens plus, etc. Bon, et donc voilà, ce travail, il faut vraiment qu'on le fasse. Et moi, je plaide beaucoup pour qu'on le fasse avec la plus grande proximité, même si c'est pas très populaire, parce que du coup, les résultats n'en sont que meilleurs. Philippe ? Oui, je crois qu'il y a également une part de créances qui sont inférieures au seuil de poursuite. Et de mémoire, c'était à une époque assez important. Il n'y avait pas que des grosses créances, il y avait tout un tas de petites créances. Je ne sais plus si le seuil de recouvrement hors poursuite était pour l'eau et l'assainissement de l'ordre de 20 €, je crois. Alors c'est effectivement une délibération que vous aviez prise en son temps et qui était à 30 €. Et c'est une délibération sur laquelle nous sommes revenus en 2014 et on a fait sauter ce seuil.
seuil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on appelle 5 euros, on appelle 10 euros. Alors, on a identifié, par contre, parce que parfois, il y a des erreurs où, il nous arrive d'avoir des choses qui sortent à 10-15 centimes. Bon. Alors là, évidemment, on va pas payer le timbre, et ça, j'ai demandé qu'on puisse les traiter de deux manières. La première, c'est qu'on agglomère, toujours le même travail. Est-ce qu'il y a une autre dette quelque part? Auquel cas, si le gars devait 9 euros, ben, il doit 9,15. Ça veut dire qu'on peut lui demander. Et si c'est pas le cas, si on a juste 15 centimes qui traînent comme ça, ben, ça fait partie des choses qu'il faut à un moment donné nettoyer. Parce que la procédure est pour le coup démesurée par rapport au résultat. Voilà. Sinon, aujourd'hui, il y a plus de seuil, puisqu'on l'a supprimé. Voilà. Alors, j'en reviens... Oui, au-delà de la série de courriers qui a été envoyée, c'est une procédure qu'on a mis en place au service finance, c'est-à-dire que on va laisser le temps aux personnes et puis on refera une fois ou deux dans l'année, on le suivi de nouveaux courriers pour que justement toutes les créances qui sont récentes n'augmentent pas, quoi. Merci. Alors, j'en reviens quand même vers le principal pour vous dire que c'était le point numéro 2 dont nous venions de débattre et qui n'était pas voté. Donc, la décision modificative sur le budget assainissement. Est-ce que ça appelle des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et on passe au point 3 du coup plus rapidement puisque je crois d'importantes explications viennent d'être données et je redonne la parole à Florence Carpetta. Donc le trésorier principal a transmis les dossiers de créances à admettre en non-valeur et les créances éteintes sur les budgets général et assainissement. Ces recettes concernent les années 2008 à 2014 et n'ont pas pu faire l'objet d'un recouvrement et deviennent des dépenses à inscrire au budget. Donc ces impayés proviennent, comme je le disais tout à l'heure, soit de surendettement, donc la dette a été effacée, soit un procès-verbal de carence qui a été établi par un huissier, soit une liquidation judiciaire pour lequel le tribunal a demandé la clôture pour insuffisance d'actifs, ou sont le résultat d'une combinaison d'actes infructueux. Sur le budget général, le montant des créances admises en non-valeur s'élève à 5 271,05 et les créances éteintes à 1747,93. Sur le budget assainissement, le montant des créances admises en non-valeur s'élève à 10 101,04 et les créances éteintes à 42,24 €. Donc il est proposé au conseil municipal d'admettre ces créances en non-valeur. Voilà, je pense que les éléments utiles de débat ont été versés au point précédent. Est-ce qu'il y aurait quand même des éclairages complémentaires attendus? Pas spécialement. Je propose donc que nous adoptions ce rapport. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. C'est une séance financière, finalement. Florence, je te redonne la parole concernant la ligne de trésorerie. Donc, renouvellement de la ligne de trésorerie. Donc, cette ligne de trésorerie permet une avance de fonds dans l'attente du recouvrement des recettes prévues au budget. Après consultation de plusieurs banques, il est proposé au conseil municipal de conclure le contrat de la ligne de trésorerie avec la Banque Postale pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. Le plafond est toujours de 300 000 € pour une durée d'1 an. Les conditions, c'est le taux d'intérêt EONIA plus une marge de 0,90 l'an. Donc l'EONIA, c'est le taux interbancaire de la zone euro avec une échéance de 1 jour. Et il est, la dernière datation que j'ai pu retrouver au 22 septembre, il est actuellement à moins 0,359. Ce qui ne veut pas dire qu'on aura 0,90 moins 0,359. Le plafond est toujours à 0, donc le minimum sur le taux d'intérêt, il sera de 0,90. Le paiement des intérêts et la commission de non-utilisation est trimestriel. Le capital est remboursable à tout moment et au plus tard à l'échéance finale. La commission d'engagement est de 450 €, payable à la prise d'effet du contrat. La commission de non-utilisation est de 0,10 du montant non utilisé, payable à compter de la date de prise d'effet du contrat trimestriellement à terme échu, le 8e jour ouvré du trimestre suivant. Donc il convient de délibérer pour approuver le contrat de la ligne de trésorerie avec la Banque Postale et d'autoriser le maire à le signer. On est ici sur un exercice qui est assez classique, puisqu'on retrouve ça toutes les années dans les collectivités. Est-ce que malgré tout, il y a des éclairages nécessaires? Je n'en vois pas. Je vous propose donc d'adopter le rapport. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie et je donne la parole à Noir Kismoun pour une adaptation de notre service commun astreinte.
Merci, monsieur le maire. Alors, pour celles et ceux qui étaient hier en conseil communautaire, bon, ils savent de quoi il en ressort. Alors, vous le savez, on a créé un service commun astreinte et permanence avec la communauté de communes depuis le 1er janvier 2017. Un service commun, c'est, comme son nom l'indique, des agents et du matériel qui sont partagés entre des collectivités avec un service de refacturation qui est organisé. On a un agent qui part à la retraite, il est utile de le remplacer par un agent intercommunal et on a aussi la volonté de faire évoluer le parc d'équipements qui servent à ce service commun. Et donc il s'agit d'adapter l'avenant, donc cette convention, et de faire approuver un avenant numéro 1 à la convention de service commun et d'autoriser le maire à signer cet avenant. Est-ce que ce sujet appelle des éclairages ? Pas spécialement. Il a été évoqué en conseil communautaire hier soir. Il a reçu un avis favorable. J'imagine qu'il en sera de même ici. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Florence, à nouveau, sur un sujet relatif aux acteurs économiques, avec une convention à intervenir avec la Fédération des acteurs économiques de Moutier, Active-Vallée, et la Chambre de commerce et d'industrie. On est toujours dans le cadre de l'opération urbaine collective et en fait c'est pour la mise en œuvre de la fiche action 2 sur le diagnostic accessibilité. Donc la ville de Moutier en sa qualité de maître d'ouvrage de l'opération collective de modernisation, dans le cadre de la mise en œuvre de cette opération urbaine collective, est chargée en co-maîtrise d'ouvrage avec la Fédération des acteurs économiques de Moutier de mettre en place une action en faveur de la mise aux normes des commerces en vue de rendre les établissements recevant du public de catégorie 5 accessibles aux personnes à mobilité réduite. Cette mise aux normes est obligatoire depuis le 1er janvier 2015. Toutefois, certains professionnels n'ont pas encore accompli les formalités nécessaires. Cette action a été remaniée et planifiée lors du comité de pilotage du 27 juin 2017. Elle est menée en partenariat étroit avec la Chambre de commerce qui mettra en place 3 ateliers accessibilité, commerce ERP 5e catégorie et qui se dérouleront en 2 parties. Information réglementaire, rappel des enjeux et des sanctions, étude des cas concrets des entreprises participantes qui viendront avec un plan et des photos de leur établissement, éléments indispensables pour un conseil optimal. La convention proposée a pour objet de prévoir les modalités organisationnelles et notamment financières de l'opération. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le projet de convention proposé et d'autoriser le maire à la signer au nom de la commune. Par contre, donc, il y a quelques modifications intervenues au dernier moment sur la convention. Je vais simplement vous signaler. Elles ne sont pas importantes, mais donc dans l'article 2, dispositions financières, le plan de financement pour 3 ateliers correspond pour une participation de 10 commerçants. Donc il faut rajouter 10 commerçants. Nous avons le tableau en dessous. Le reste à charge pour les entreprises ayant un établissement sur Moutier et adhérentes à la FAEM est de 21,53 € hors taxe, soit 25,84 € TTC par entreprise. Voilà. Et l'article 3, sur l'ensemble des justificatifs permettant le mandatement de la subvention FISAC devra être adressé à la CCI en fin de tranche 3 et on a rajouté au plus tard avant le 15 février 2018 parce que si l'opération normalement doit se terminer au 31 décembre 2017, nous avons fait une demande de prolongation d'1 an. Mais si cette demande de prolongation n'est pas recevable, enfin n'est pas acceptée, les dossiers devront être finalisés avant le 15 février 2018. Voilà. Merci Florence. Est-ce qu'il y a des éclairages attendus ? Bon, on est sur quelque chose d'assez classique qu'on avait déjà rencontré et qui, nous l'espérons, permettra aux acteurs de se saisir du sujet, puisque c'est quand même une facilité qui leur est donnée pour le coup, afin de se mettre en conformité ou vers la conformité. Bernard ? Oui, est-ce qu'on a une idée du nombre de commerçants potentiellement concernés, c'est-à-dire qui ne sont pas aux normes d'accessibilité ? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus ? J'imagine que oui, parce que bon, vous avez dû participer aux réunions préparatoires. On n'a pas de chiffres arrêtés, ni de liste qui nous soit donnée, parce que c'est pas nous qui sommes dans le contrôle. Voilà. C'est quelques dizaines de mémoire, avec des niveaux
des niveaux, comment dire, avec des situations différentes. Certains ont fait les premières démarches, mais ne sont pas allés au bout. Donc ils savent quelle est la difficulté rencontrée dans leur situation. Et d'autres qui ont refusé en bloc de s'intéresser au sujet. Depuis que le sujet est pourtant sur la table. Et c'est plutôt à destination de ces acteurs-là qu'il me semble que nous devons mettre nos efforts, pour qu'ils aient à minima conscience de ce qu'il faudrait qu'ils fassent et des risques encourus. Et je terminerai mon propos en rappelant que ce n'est pas la collectivité commune qui leur met la contrainte, c'est la loi. Voilà. Et nous, si on intervient dans ce dossier, c'est pas pour casser les pieds des uns et des autres, c'est pour les aider à aller vers des situations stabilisées. Donc pas de chiffres en l'état, mais plusieurs dizaines a priori. Oui, mais il y en a quand même, vous avez bien une idée de ceux, par exemple, qui ont demandé des dérogations, puisqu'il y a des possibilités de dérogation. Alors, effectivement, mais ceux-là, je considère qu'ils sont traités, parce que celui qui a demandé une dérogation, ça veut dire que déjà, il connaît la situation. Ensuite, soit la dérogation est acceptée, soit elle ne l'est pas. Si elle est acceptée, aujourd'hui, il est en conformité. Si sa dérogation est acceptée, il est en conformité. Si sa dérogation n'est pas acceptée, en revanche, il a connaissance de la difficulté, et reste à lui de trouver soit les artifices, soit les travaux qui permettront de régler le problème. Vous dites que la commune n'est pas directement concernée, excusez-moi, mais elle peut l'être. Si la solution, par exemple, technique, elle consiste à devoir, emprunter de façon durable le domaine public, il peut y avoir de nombreuses situations où la commune peut être concernée. Donc, de quelle manière allons-nous, en tant qu'élus, être associés à ces problématiques, dans quelle instance, dans quel lieu, etc. Puisque, bon, il peut y avoir des fois des cas qui s'imposent à nous, des situations de fait, qui peuvent être par la suite préjudiciables. Alors, d'abord, je vais repréciser ce que j'ai dit et que vous avez repris. Quand je dis que la commune n'est pas concernée, la commune n'est pas le gendarme. La commune n'est pas le gendarme qui fait le contrôle. Et la commune n'est pas l'auteur de la réglementation, c'est la loi. C'est en cela que je disais que la commune n'était pas concernée. Après, vous avez raison. Dans les situations particulières, on peut être amené à être associé parce que la solution technique viendrait à toucher le domaine public, par exemple, ou en tous les cas du patrimoine de la collectivité. Si tel devait être le cas, c'est les différentes commissions habituelles qui sont concernées par le domaine public, c'est la commission d'urbanisme ou la commission des travaux, selon les situations, qui peut se retrouver intéressée à la démarche. Voilà. Ce que je veux simplement que vous souligniez bien, c'est que c'est pas le maire tout seul qui décide ça. On en parle. Le maire, il décide rarement tout seul. Quand il s'agit de domaine public, c'est quand même mieux que ce soit partagé. Je vous le concède. Philippe, il y avait une question ? Réponse a été apportée sur les dérogations des cas traités. Merci. Je vous remercie. Je vous propose donc que nous adoptions cette convention, que je puisse la signer. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions? Je vous remercie. Nous en arrivons maintenant à un sujet d'actualité pour lequel je dis par avance qu'il n'a pas été instruit par les canons classiques de la collectivité, des commissions et autres instances, pour la simple et bonne raison, c'est que il y a 3 semaines, il a été décidé d'accélérer le processus dans cette démarche de réalisation de street art dans la commune. Alors, typiquement, la collectivité est intéressée, puisqu'on intervient sur des façades, qui ne sont pas nécessairement publiques d'ailleurs, mais en tous les cas, on a une incidence sur l'image qui est rendue et sur des aspects d'urbanisme, puisque du coup, c'est comme si on venait repeindre les façades, sauf que pour le coup, ça n'est pas une teinte unique qui est appliquée. Donc voilà pourquoi nous sommes directement concernés dans cette affaire, avec l'espace urbain dans sa globalité qui est concerné et le domaine public à quelques occasions.
il y a un travail qui a été mené, vous le savez tous autour de la table, puisque par les engagements des uns et des autres, les conversations qu'on a pu avoir avec certains d'entre vous, l'information est largement passée, donc je sais qu'il n'y a pas de découverte autour de la table, et c'est pour ça que je me suis permis d'inscrire cette convention de partenariat à l'ordre du jour de notre conseil municipal. Cette convention, elle est, là encore, tripartite. Ce soir, on est dans le tripartite jusqu'au bout. Elle est encore tripartite avec, dans les signataires, notre collectivité, bien évidemment, la Fédération des acteurs économiques et les artistes, en tous les cas, le collectif d'artistes qui est support de ce projet. Qui donc se retrouve dans cette convention pour définir les conditions dans lesquelles on met en œuvre. Dans lesquelles on met en œuvre, bien sûr, le projet en tant que tel, avec les engagements, et vous avez pu la consulter, les engagements de chacun, mais également la soirée de lancement, qui est annoncée pour vendredi, comme vous le savez, vendredi 29 septembre, à 20h, et c'est notamment pour cela que vous retrouvez un plan de financement prévisionnel de l'événement, avec les engagements de chacun dans ce cadre-là. La partie où la collectivité est appelée en financement, concerne justement la soirée de lancement, puisqu'après, il s'agit d'un financement participatif, et c'est justement à partir du 29 septembre, de vendredi, que le financement participatif sera ouvert et qu'il devra permettre le financement du projet en tant que tel, avec un palier qui a été fixé à 37 000 € pour la plateforme Ulule. Voilà, les quelques éléments, et je suis prêt bien évidemment à revenir sur les détails de ce dossier. Je rappelle quand même, et on projettera en même temps le plan, que 9 façades, 9 espaces sont concernés. Alors on est sur des localisations plus que sur des murs identifiés, je rappelais ça, puisque toutes les autorisations ne sont pas encore réunies. 9 lieux identifiés pour être peints, ce qui représente un peu plus de 1000 m², et on est dans ce cadre-là au premier palier, c'est-à-dire les 37 000 €. Philippe, oui. Oui, très bien. Sur chacun des 10 projets qui, j'espère, verront le jour, est-ce que à chaque projet, il sera présenté le thème qui va être peint, par exemple en commission d'urbanisme, ou de façon à ce que le conseil, la commission puisse valider que c'est tel ou tel thème qui ira sur l'emplacement numéro 5. Première question. Deuxième question, j'en profite après, c'est que si toutefois est-ce qu'il y a un engagement d'Éternel Crapule à ce que une œuvre qui soit commencée soit terminée par eux? Parce que dans la Convention, je n'ai pas vu ce qu'il advenait si toutefois un chantier s'arrêtait en cours de projet. Je ne l'espère pas, mais je préfère poser la question. Alors, effectivement, sur ces deux questions, la première, j'ai perdu le fil. Oui, la validation. Alors, engager la collectivité dans un projet comme celui-là, c'est pas neutre. Et vous imaginez bien qu'il y a eu un temps de sédimentation de la pensée pour savoir si nous étions dans la bonne dynamique. Je suis convaincu que oui. Voilà. Alors, on est dans la bonne dynamique et on est avec des artistes. Et on sait très bien qu'un artiste, on ne le contraint pas. Donc, on a engagé un dialogue qui a duré quand même un moment, où j'ai rappelé que dans la position qui est la mienne pour votre compte à tous, il fallait qu'on puisse mettre un certain nombre d'orientations, j'allais dire barrières, mais c'était mal à propos, en tous les cas d'orientations qui permettent de fixer la manière avec laquelle le projet se met en œuvre. Ça a été accepté par les artistes, et nous sommes allés jusqu'à une définition qui permette de dire il y a un thème global sur l'ensemble des 9 œuvres, des 9 premières œuvres, qui est le milieu alpin. Alors comment on en est arrivé là ? Selon les endroits où cet art est pratiqué, on est parfois marqué des images dures qui peuvent être peintes.
on a tous en tête des images dures ou parfois qui peuvent choquer la morale ou l'éthique. Et donc, évidemment, moi, je ne souhaitais pas qu'on puisse verser dans ces dimensions-là. Et c'est pour ça que le thème du milieu alpin a été retenu, parce qu'en plus, il permet aussi, d'une certaine manière, de faire la synthèse entre le bourg-centre de Moutier et ce qui nous entoure, et tout en captant aussi l'attention des visiteurs qui, quelque part, en venant à Moutier, sont au pied des montagnes, sont au pied de tout le milieu alpin. C'est le premier élément que je voulais donner. Le deuxième élément, c'est que engager un projet comme celui-là passe nécessairement par le crible de l'architecte des bâtiments de France et du STAP dans sa globalité. Donc, par anticipation de la mise en œuvre du projet, on a organisé une rencontre avec le représentant de l'ABF pour lui parler du principe. Et il a acté le principe avec un engouement. Ensuite, nous l'avons guidé sur le thème que je viens de rappeler, ce qu'il a retenu, et nous sommes convenus également du fait qu'il validerait une définition de chaque projet avant qu'il soit réalisé. Voilà. Donc, voilà les garde-fous, entre guillemets, qu'on a pu mettre en place pour que ça puisse se faire. Je ne peux pas prendre l'engagement qu'on va faire une validation par commission de chacune des œuvres, parce qu'il n'y aura pas forcément une esquisse à petite échelle des œuvres qui seront réalisées à grande échelle. Donc, je pense qu'on a un thème général qui permet de nous affranchir de catastrophes qu'on ne voudrait pas voir. Et puis, il y a cette validation qui n'est pas la moindre, puisque c'est celle de l'ABF, sur chaque façade, enfin chaque mur, avec une définition qui est donnée. Voilà. Voilà pour ce qui est de la première réponse. S'agissant de la deuxième question que tu poses, s'agissant des modalités de réalisation et des garanties de parfait achèvement. La convention que je vous soumets ce soir, c'est le cadre général. Et comme il a fallu travailler dans l'urgence, on ne pense pas à tout. Et d'ores et déjà, au moment où je vous parle, on travaille sur un avenant à cette première convention. Et l'avenant à la convention va justement pointer, entre autres choses, les modalités d'achèvement de chacune des œuvres et le calendrier global de réalisation. C'est-à-dire qu'au moment où je vous dis ça, on est d'ores et déjà d'accord avec les artistes. On a retravaillé, on a eu de nouveau une séance de travail hier matin, où on a précisément évoqué cette question-là, qui me permet de vous dire à ce stade que oui, on a les éléments qui ne sont pas dans la convention initiale et qu'on retrouvera dans l'avenant qui viendra au conseil municipal d'octobre, sans doute, au plus tard celui de novembre. Voilà. Jackie. Les deux œuvres qui ont été réalisées, une place des Victoires et l'autre devant le collège, c'est déjà eux qui l'ont fait ? Oui, alors en fait, c'est bien que tu poses cette question parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. 9 points identifiés, 9 artistes. Il y a donc 9 artistes différents, voilà, avec un d'entre eux qui sera présent vendredi soir, qui est connu sur la place, avec une fille qui vient du Portugal. Enfin voilà, il y a un recensement qui est voulu plutôt sur des figures montantes du street art, ce qui permet du coup de donner de l'attractivité à notre projet. Malgré tout ça, et malgré ces artistes qui viennent d'ailleurs, il y a un couple d'artistes porteurs du projet qui s'appelle Hardcore Session. Ce binôme s'appelle Hardcore Session, et ce sont eux qui ont peint les deux œuvres qui ont été réalisées. Voilà. Alors, les deux œuvres qui ont été réalisées, elles sont là pour donner de l'appétence, et l'idée de s'intéresser à ce qui va se passer vendredi, parce que la soirée de lancement de vendredi, elle est évidemment très importante, c'est pour ça que vous avez les invitations d'ailleurs devant vous. Relayez ces invitations, plus il y aura de monde, plus le projet a de chances de se mettre en œuvre, parce que aujourd'hui il faut plutôt qu'on aide ce projet à se développer. Voilà. Donc effectivement, ceux qui ont peint vendredi dernier, qui ont peint
ce mercredi, et qui peindront encore vendredi, sont des artistes qui sont dans le projet, et ce sont ceux qui sont porteurs. S'agissant de vendredi, il va y avoir de la peinture en journée, et de la peinture aussi pendant le temps de lancement. Voilà. Madame Baird. Vous dites qu'il y a des propriétaires privés qui sont partie prenante dans cette opération ? Alors, il y a une première copropriété qui est partie prenante dans cette opération. Voilà. Et comment elle se positionne dans cette convention de partenariat ? Alors, la convention de partenariat ne lie que les acteurs porteurs. Ensuite, il y a des accords entre une copropriété ou une propriété ou un propriétaire et le projet. Mais ça, c'est dissocié. Voilà. Ici, la convention qui nous intéresse ce soir définit simplement le portage, donc le socle initial, qui repose sur les 3 pieds que j'ai évoqués tout à l'heure. Et on n'en est que là à ce stade. On aura quand même un droit de regard sur le thème choisi, sur le mur de la copropriété. Ah ben après, il y a un échange avec chacune des copropriétés. On n'est pas dans. Vous avez raison, parce que cet art urbain, c'est parfois exprimé en dépit des autorisations d'usage. Bon, et c'est comme ça qu'il est né d'ailleurs, hein, dans les tréfonds avant de s'exprimer à l'air libre. On n'est pas du tout là-dedans. Hein. Aujourd'hui, on est avec des auteurs identifiés. Tout ce qui a été fait jusqu'alors a été tout à fait identifié et tenu, parfois d'ailleurs resserré. Voilà, je vous dis tout. Et s'agissant des façades qui vont être peintes, elles ne le seront, enfin des murs ou façades qui seront peints, ne le seront qu'après un accord des propriétaires ou copropriétaires concernés. Ce qui me semble être un vrai préalable. Et sinon, j'espère que vous imaginez bien que je ne serais pas allé apposer ma signature dans une convention qui aille peindre des façades ou des murs sur lesquels on n'aurait pas autorisation d'agir. Est-ce qu'on a fait le tour des questions ? Bernard. Oui, dans le comité de pilotage, il y a un certain nombre de personnes. Il serait peut-être intéressant d'associer un élu qui soit membre de la commission patrimoine et culture et qui soit pas forcément, je veux dire, de la liste majoritaire, quoi, de manière à ce qu'on soit effectivement associé de manière plus large, quoi. Il pourrait y avoir un élu d'invité. Oui, mais il n'y a pas de comité de pilotage. Hein. Je ne sais pas à quel comité de pilotage vous faites référence. Dans la convention, il y a marqué donc gouvernance du projet. Et le projet est piloté par un comité de pilotage composé, etc. Mais en fait, il y a 3 représentants dans ce comité, dans ce que vous appelez le comité de pilotage. Il y en a plus que 3. Hein. Il y a un représentant de la fédération, il y a un représentant des artistes et il y a un représentant de la mairie. La mairie, l'adjointe en charge de l'OUC et l'élu en charge du patrimoine, plus un représentant des services techniques et le manager de centre-ville. Oui, mais ça s'est jamais réuni, hein, d'ailleurs. Je sais pas, c'est écrit. Alors. Oui, non, mais je veux dire, ce comité ne s'est jamais réuni jusqu'alors. Ouais. Oui, mais bon, j'entends en tous les cas votre demande. Non, mais voilà, je veux dire par là que vous pouvez aussi tout mener tout seul, mais c'est peut-être bien de partager des fois. Non, mais j'entends votre demande. J'entends votre demande. Fabrice, je pense que l'avenant qui sera présenté tiendra compte des responsabilités au niveau d'Éternel Crapule en ce qui concerne, par exemple, toute la garantie des assurances, du travail en hauteur. Qui est responsable? Est-ce que ça sera la copro? C'est plutôt eux en tant que... C'est eux, hein, mais soyez bien... Je ne sais pas s'il y a des démontages de branchements électriques en façade et autres. Enfin, je ne vais pas éterniser ce soir. Mais... Oui, c'est celui qui tient le pinceau, j'ai envie de dire. Alors, ou la bombe, en l'occurrence, mais qui engage la responsabilité, effectivement. Jackie, oui. Bon, c'est bien de peindre, mais après la suite, c'est-à-dire l'entretien et tout, comment ça se passe? Alors, c'est une bonne question aussi. En fait, l'idée,
c'est que l'idée, c'est pas de dire on peint 9 façades, on s'en va, puis c'est terminé. L'idée, c'est qu'il puisse y avoir un développement autour de ce projet-là, que ça puisse être un élément d'attractivité dans la ville, qu'on prépare le patrimoine aussi de demain, c'est important. Hein. Il y a une mise en relation, finalement, d'un patrimoine multiséculaire de la commune, avec un patrimoine plutôt contemporain, qui prépare aussi l'avenir. Et donc, l'idée, c'est ni de laisser tomber des façades une fois réalisées qui finiraient par être contraires à l'objectif qu'on s'est donné, premièrement. Et deuxièmement, c'est aussi s'autoriser, alors selon les accords qu'on peut tisser avec la copropriété et les volontés qu'il peut y avoir localement, d'avoir des œuvres qui se renouvellent, ce qui du coup donne aux visiteurs l'intérêt de revenir visiter les œuvres qui ont évolué et à quoi ressemble-t-elle cette année. Donc la notion de festival qui est adossée parfois à ce projet, c'est là qu'elle trouve tout son sens, c'est-à-dire que chaque année, il y a un temps fort de mise en peinture de façade, de renouvellement d'œuvres qui ont été réalisées et de créer une émulation finalement autour de cet art nouveau dans la ville. Oui, donc dans ce projet qui contribue à embellir la ville et les façades, est-ce qu'il est éligible au point de vue communal sur les subventions de rénovation de façade? Parce que pour augmenter les 37 ou 34 000 euros demandés, s'il y a 20% de participation sur les façades, on va y arriver. Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on est sur un financement participatif, et j'ai bien essayé de connecter la carte bleue de la commune sur le financement participatif, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Donc on est vraiment dans ce cadre-là. Il y a eu dans le montage même du projet, le fait qu'il doit trouver son financement, et c'est comme ça qu'il nous a été vendu. Hein. C'est comme ça qu'il nous a été vendu. Il doit trouver son financement par lui-même. Nous, on intervient dans le cadre de la soirée de lancement, comme vous l'avez vu, mais on reste évidemment en grande vigilance. Voilà. Excusez-moi, je rebondis sur ce que vient de dire Philippe Nivelle, mais les aides au ravalement de façade, elles dépendent de nous, de la commune? Non, mais d'une manière générale, j'ai pas été assez clair dans ce que je viens de vous dire. Le projet tel qu'il est monté aujourd'hui, il doit, quand vous prenez un engagement sur une plateforme participative, soit vous atteignez le niveau que vous avez fixé, en l'occurrence c'est 37 000 euros, soit vous ne l'atteignez pas. Si vous l'atteignez, vous pouvez réaliser. Et dès lors que le projet se réalise, on peut tout imaginer. Et c'est pour ça que je dis qu'on n'a rien exclu. En revanche, quand vous vous engagez dans un financement participatif et que vous n'atteignez pas le montant que vous avez préalablement fixé, l'argent est restitué au donateur, vous ne réalisez pas. Et ça, ce montage-là, c'est pas nous qui l'avons choisi, hein. C'est la manière même avec laquelle le projet a été présenté et adopté. Et puis, effectivement, le maire a bien répondu, mais il y a aussi une question philosophique par rapport à ces artistes. C'est-à-dire que des projets participatifs, aujourd'hui, fleurissent partout en France, liés principalement au fait que les collectivités et les privés diminuent le montant des participations, mais les besoins sont toujours là. Et donc, vous avez des groupes de jeunes partout en France qui, par le biais d'Internet, qui mettent en place ce qu'on appelle du crowdfunding. Ouais, voilà. Voilà. C'est pas du pudding. Hein. Voilà. Et non, mais dans la philosophie qui est la leur, il y a tout un chacun qui peut participer financièrement au réalisé de l'action, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que de l'argent. Il y a aussi donner du temps. Il y a aussi donner de l'énergie, il y a aussi donner des idées. Donc c'est une autre manière explorée par ces groupes pour pouvoir mobiliser l'action publique. Et public, c'est pas collectivité locale, c'est public pris dans son sens générique. Et ça, aujourd'hui, ça devrait nous inspirer, quoi. Enfin,
pas nous autour de la table en tant que conseiller municipal, mais c'est une modification, c'est un fait de société, voilà, qu'on constate et qui est tout nouveau, mais qui prend vraiment de l'ampleur, hein. Et donc ramener j'allais dire, j'ai failli dire, aux lourdeurs du Code général des collectivités locales et de la manière qu'on a d'intervenir, on n'est clairement pas du tout dans le créneau aujourd'hui. Voilà. Moi, j'ai beaucoup appris ces dernières semaines, je dois l'avouer. Voilà, parce qu'on est loin de tout ça et voilà, c'est vraiment une nouvelle méthode. Alors, après 37 000 euros, ça fait beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait une large mobilisation le 29 et les jours qui suivront, puisque la somme doit être rassemblée en... je ne sais plus maintenant. Un mois et demi, c'est ça, un mois et demi. Alors, ceci étant dit, ce sont des projets, des sujets qui mobilisent visiblement beaucoup. Moi, j'ai été aussi très étonné dans cette époque, dans cette société où il y a plus d'argent, de la manière avec laquelle les financements participatifs arrivent à collecter des moyens importants. Donc voilà, en tous les cas, on vit d'espoir. Le préalable, c'est cette convention initiale, ce socle, qui sera avenanté, comme on l'a rappelé, et que je vous soumets donc ce soir aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je passe la parole à Philippe Mosca pour le point numéro 8, relatif à l'enfouissement d'un réseau de distribution publique d'électricité. Bien, bonsoir. Le projet de délibération porte sur l'enfouissement d'un réseau de distribution publique d'électricité basse tension et ou haute tension, avenant la convention dite de comaîtrise d'ouvrage entre le syndicat départemental d'énergie de la Savoie, le SDES, et la commune. Monsieur le maire expose au conseil municipal qu'un programme d'enfouissement des réseaux de distribution publique d'électricité existants est envisagé dans le cadre de l'opération intitulée Rue de l'électricité, réseau basse tension, 196 mètres linéaires. Monsieur le maire rappelle le courrier du SDES du 28 septembre 2016 relatif à l'exercice de sa compétence régalienne, à savoir la maîtrise d'ouvrage pour l'enfouissement de réseaux de distribution publique d'électricité haute tension et basse tension, réseau exploité par Enedis dans le cadre de la convention de concession passée avec le SDES et la signature entre la commune et le SDES le 26 septembre 2016 d'une convention dite de comaîtrise d'ouvrage concernant cette opération. Aussi, l'absence dans la convention dite de comaîtrise d'ouvrage initiale de dispositions précises concernant la répartition de la prise en charge financière de l'opération par chacune des deux parties, les modalités de versement de la participation financière au SDES, ainsi que les modalités de récupération et de reversement de la TVA afférente, oblige à signer un avenant à la dite convention initiale portant transfert de maîtrise d'ouvrage du SDES à la commune. La participation financière du SDES validée par la délibération du bureau syndical du 28 juillet 2017 s'applique à 70% sur le montant total estimé de l'opération à 23 969 € hors taxe. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé du maire et en avoir délibéré, s'engage à inscrire les crédits nécessaires au budget primitif de la commune, demande au SDES de signer l'avenant de la convention initiale dite de comaîtrise d'ouvrage pour l'enfouissement du seul réseau de distribution publique d'électricité, autorise le maire à signer l'avenant précité ainsi que tous les documents nécessaires au bon déroulement de cette opération. Merci Philippe. On est dans le prolongement de ce qui a déjà été évoqué, identifié ici. Est-ce que ça appelle des éclairages, des remarques, Bernard? Oui, je voulais savoir si il y a eu des changements dans les procédures SDES ou est-ce que c'est un oubli de la commune, enfin... Si je comprends bien, on aurait normalement pu éviter d'avoir cet avenant, quoi, si on avait anticipé. Moi, de ce que j'ai en tête, c'est qu'il nous manquait des éléments au moment où les choses ont été engagées, ce qui ne nous a pas permis de passer tout de suite cette délibération, et c'est pour ça qu'elle intervient désormais. Voilà. Tout simplement. D'autres remarques ou questions? Pas spécialement. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Éric Laurent et Marie-Christine Bermond pour
Le dernier rapport de notre ordre du jour relatif à, je dirais de manière un peu classique, une subvention dans le cadre du trail de la Croix de Fesson. Oui, donc il vous est proposé ce soir, donc on va vous faire le rapport avec Marie-Christine en tandem. Donc on va pas faire le tandem pour monter la Croix de Fesson, hein, mais voilà. Donc oui, c'est une demande de l'association du Rotary Club pour l'organisation du trail de la Croix de Fesson qui aura lieu donc samedi prochain, 7 octobre. Donc si je vous donne deux, trois petites les horaires, c'est début 9h du matin. Donc voilà. Donc il nous est proposé à la municipalité de soutenir cet événement. Il faut savoir que cet événement est organisé par l'association du Rotary Club, l'ASM, donc l'Athlétique Sport de Moutier, et le CAF. Voilà, donc il faut savoir aussi que nos services techniques sont intervenus sur le parcours du trail afin d'enlever quelques arbres qui pourraient gêner le bon déroulement de l'épreuve. C'est un événement qui a un caractère doublement caritatif. Donc, dans un premier temps, l'argent qui sera récolté sur les inscriptions des trailers sera reversé à l'association des Papillons Blancs. Et donc, avant que je donne la parole à Marie-Christine, qui va vous parler du deuxième côté caritatif de l'épreuve, concernant donc la Ligue contre le cancer du sein, juste avant le conseil, j'ai appelé Martial Olvette pour savoir si tout se passait bien de son côté. Faut savoir que cette épreuve demande à peu près une soixantaine de bénévoles. Et là, à peu près, s'il veut être bien pour l'événement, il est à la recherche encore d'une dizaine de bénévoles. Donc, si vous connaissez des personnes qui sont susceptibles de donner un coup de main, soit auprès d'Aurélie, soit de Martial, de moi-même, ou auprès des services, voilà, on fera part des futurs bénévoles pour le trail. Voilà, donc là, je laisse la parole à Marie-Christine pour présenter le... T'as tout dit, Eric. Hein. Voilà, il sera proposé une boucle pour l'association Octobre Rose, donc voilà, pour la recherche contre le cancer. La boucle, elle sera toute petite, hein, dans le centre-ville, donc tout le monde peut venir, la faire en marchant, en courant. Voilà, ce sera à partir de 9h jusqu'à midi. Je veux juste dire une petite chose, c'est que, Marie-Christine, c'est que des dons pourront être faits durant la matinée pour la Ligue contre le cancer du sein. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? La journée du 7 sera une journée bien chargée, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous souhaitez évoquer à ce stade? Écoutez, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Deux petits points que je voulais évoquer avec vous. Le premier concernant le séminaire qu'on organise demain sur les finances, qui est un moment important. Vous avez eu les informations, les détails. Les choses sont, vous l'imaginez bien maintenant, complètement stabilisées et organisées, avec un démarrage à 9h, 9h30, démarrage des travaux à 9h30, quelques expressions d'élus, un temps technique de remise en vulgarisation des dispositifs de fonds de péréquation et de contribution au remboursement de la dette publique, ou redressement des comptes de l'État, par Jean-Pierre Coblentz, que vous connaissez, puis ensuite 2 tables rondes organisées autour d'élus, ou en tous les cas d'experts liés à ces questions-là, avant que nous entrions dans un moment de proposition, puisque l'objectif, c'est qu'on puisse proposer à nos parlementaires et au gouvernement des adaptations de la règle existante pour que la contrainte du FPIC et de la contribution au redressement soit moins forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est sans doute un moment un peu unique que cette rencontre. D'abord parce que ça fait des années
qu'on se plaint de cette situation sans avoir forcément saisi une telle occasion. C'est sans doute un moment unique aussi parce que ça dépasse largement le cadre de Moutier, ça dépasse largement le cadre de Cœur de Tarentaise ou de la Tarentaise, puisque ce sont Fédération des maires de Savoie, Fédération des maires de Haute-Savoie, conseils départementaux, les parlementaires, les services de l'État qui seront là en auditeurs silencieux, les représentations de type ANMSM, ANEM, Domaine skiable de France, Caisse des dépôts consignations et j'en passe, qui seront présents pour des expressions, pour des propositions ou pour entendre tout simplement ce qui pourra se dire. Donc le moment il est aussi unique en cela et je pense enfin qu'il est aussi unique dans le fait que comme ça ne s'est jamais fait, si quelque chose doit bouger, c'est sans doute cette fois-là. Parce que il me semble difficile, improbable, qu'on puisse renouveler un exercice comme celui-là s'il n'y a pas une écoute du gouvernement, une réaction du gouvernement dans cette direction. Voilà. Donc on en attend beaucoup. On souhaite aussi que ce soit un moment de vulgarisation de ce que l'on rencontre et de ce côté-là, je pense qu'on aura en tous les cas les moyens de le faire, parce que je regarde Dominique, mais on a a priori des retours qui nous sont faits, une couverture médiatique qui est assez singulière. On a presque une couverture médiathèque de Route Boucher, donc voilà, il faut vraiment qu'on arrive à saisir ce moment pour en faire quelque chose. Tu as dit médiathèque, hein. Mais j'ai dit médiathèque, médiatique, voilà. Médiatique, voilà. Donc c'est sans doute un moment un peu, voilà. Beaucoup ont dit qu'ils le feraient, et il se trouve que c'est à Moutier que ça se réalise. Donc ça aussi, il faut quand même qu'on l'ait en tête. C'est le premier élément que je voulais vous indiquer. La journée de demain, elle va se prolonger par l'inauguration de la médiathèque, Tech, à 14h. Je vous invite évidemment toutes et tous à être présents à 14h. Et dans le prolongement de cette inauguration de la médiathèque, nous signerons le contrat Ambition Région entre la communauté de communes et la région pour un montant d'un peu plus de 300 000 € d'ailleurs au bénéfice des investissements qu'on met en œuvre. Médiathèque, gymnase de Pomblières, Saint-Marcel et tribune du foot. Voilà les trois dossiers qui ont été intégrés dans le contrat Ambition Région. Voilà, ça c'est pour jeudi. Vendredi, eh bien, on vient de voter, donc on s'en souvient, le lancement de l'opération Street Art peinture urbaine. Samedi, Daniel n'est pas là, mais on peut le dire en son nom, Du monde dans ton assiette, 3e édition. Alors, dans un calendrier difficile, parce que Terre Terroir Tarentaise se tient en même temps et à la même heure à M. Et enfin, pour ce qui me concerne, et je sais que je ne suis pas le seul, présence impérative puisque on modifie les statuts de la PTV. C'est le moment où les élus sont le plus présents. Donc c'est la date qui a été choisie. On modifie les statuts de la PTV, ce qui est indispensable avant de voir adopter le SCOT. Donc je voudrais pas contribuer à ce que le quorum ne soit pas atteint, et je n'y serai pas, mais pour chacune et chacun, peut-être le passage sur les deux est-il possible. Voilà. Ça, c'est donc samedi. Et puis ensuite, il y avait encore autre chose que je voulais vous dire. Oui, c'est le 7 octobre, qui est encore une journée chargée, puisque le trail de la Croix de Fesson, le repas des seniors Aïcha, les portes ouvertes de notre foyer, peut-être bien le 5e tour du championnat de France de Coupe de France, où notre EST va rencontrer Bourgoin à domicile, enfin chez nous en tous les cas, voilà. Voilà, c'est les quelques éléments d'agenda que je souhaitais vous donner. Samedi, quand on est rentré de... Bon, moi je pense que c'est maintenu, non ? Il n'y a pas de problème. Il craignait la météo, effectivement, dimanche. Il était assez dubitatif sur la pérennité, mais... Très bien. Non, mais donc, comme vous l'avez dit, lundi, mardi ou plus tard, je t'envoie un message si on change. Je n'ai pas là. D'accord, je vais parler de ma voiture. Alors. Bien.
Voilà. Eric, tu me confirmes que ce samedi... Bien, voilà pour les petites annonces. Je crois qu'on en est arrivé au terme de nos travaux. Il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une bonne soirée, à vous dire à demain matin, à demain après-midi et à vendredi soir.